des pays sahéliens, propres aux pays sahéliens, étaient déjà dans les options. Maintenant, on est dans une situation où la monnaie est un élément de souveraineté. Donc à partir du moment où les États qui constituent l'AES s'engagent dans une reprise en main de leur souveraineté, la logique veut qu'ils récupèrent effectivement leur souveraineté monétaire. Le processus est enclenché. Alors il faut savoir que le Mali a déjà eu sa monnaie nationale, donc c'est pas quelque chose de nouveau. Le Mali à l'indépendance crée sa monnaie nationale, ensuite revient dans le franc CFA après le coup d'État de Modibo Keïta et quelques années plus tard, puisqu'en fait la France a fait plier le Mali pour que le Mali revienne de manière un peu humiliante dans le franc CFA. Donc il y a toujours cette notion de l'humiliation qui est présente dans les relations vis-à-vis de Paris, et je pense que la nécessité de rompre avec la France s'inscrit aussi dans cette volonté de récupérer une dignité que l'État français régulièrement ne respecte pas vis-à-vis de ces États-là. Maintenant, on est aussi dans un contexte où l'AES, je l'évoquais par rapport à la question du monde multipolaire, se tourne vers les BRICS, en sachant que l'AES a rompu avec les États-Unis et la France en tant que puissance militaire, mais reste encore dépendante du FMI et de la Banque mondiale, qui sont en fait des officines de la France et des États-Unis, en fait des pays occidentaux. Donc au bout d'un moment se posera cette contradiction de comment avoir rompu politiquement et militairement avec l'Occident, tout en restant dans le cadre du système monétaire international pensé par ce même Occident-là. Donc la logique évidente, vu que le nouveau partenaire militaire est plutôt la Russie, que la Chine, la Turquie, etc. sont également présents, même si la Turquie c'est un peu compliqué avec leur position dans l'OTAN, mais la logique est quand même que l'AES se tourne et regarde vers ce que les BRICS sont en train de mettre en place. Après, est-ce que ce que les BRICS mettent en place est pertinent? Donc ça, c'est un autre débat, mais en tout cas, il y a de fortes possibilités pour que cette question monétaire soit concrètement traitée. Maintenant, ça nécessitera de briser l'UMOA, donc l'Union économique monétaire ouest-africaine, qui est la structure qui réunit les 8 pays africains qui partagent le franc CFA. Moi, ma position, je ne vais pas dire personnelle, elle peut paraître anti-panafricaine, et c'est plutôt de revenir à des monnaies nationales. C'est pour ça que le cas du Sénégal, pour moi, est assez intéressant, parce que la monnaie nationale est une manière d'affirmer une souveraineté, et ensuite, depuis cette souveraineté, de revenir dans un ensemble commun sur le plan monétaire. La question du franc CFA, elle est également liée à une volonté de définir de nouveaux partenaires et de reprendre le contrôle du commerce extérieur. Et là, la logique des États du Sahel, c'est plutôt de profiter de ce qui était présenté comme un handicap, c'est-à-dire leur position d'enclavement. C'est certes un handicap parce qu'ils doivent trouver des pays vers lesquels exporter au niveau des littoraux, mais en même temps, quand on regarde l'histoire du continent africain, ce dont souffre l'Afrique, c'est des politiques d'extraversion. C'est-à-dire qu'à partir du 15e, 16e siècle, quand les Européens arrivent sur les côtes, ils font basculer le centre de gravité du continent africain qui était dans les terres vers les littoraux. Et c'est ça qui participe également à l'émiettement et à l'effritement des États qui étaient dans les terres. Et donc je pense qu'il y a, dans un certain nombre d'expériences historiques africaines, des choses intéressantes à plaider du point de vue de l'autonomie, de l'autocentrage, de l'autosuffisance, tel que Julius Nyerere a pu le faire en Tanzanie, tel que Thomas Sankara l'a fait également au Burkina Faso, c'est-à-dire consommons ce que nous produisons, produisons ce que nous consommons. Et donc je pense qu'une austérité choisie par un peuple est toujours plus supportable qu'une austérité imposée par la Banque mondiale et le FMI. Donc on revient un peu dans ces positionnements-là, et donc je pense qu'il y a une possibilité de révolution économique, alors pas que dans l'AES, mais un peu partout sur le continent africain, qui a connecté également aux crises et aux guerres économiques qui ont justifié notamment l'intervention de l'OTAN pour détruire la Libye de Kadhafi. Sur la question militaire, en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas un État uni. C'est-à-dire que le Mali, le Burkina Faso, le Niger sont toujours 3 armées différentes, 3 armées nationales, qui restent confrontées à la question, entre guillemets, du droit de poursuite sur le territoire voisin, même si on voit que, certes, il y a encore des zones de forte insécurité à l'intérieur de ce vaste territoire-là, qui fait quand même plus de 2,8 millions de kilomètres carrés, mais il y a également une problématique terroriste qui se pose
via les questions d'incursion depuis les pays voisins, qui nécessitent en fait d'établir des frontières de l'AES qui seraient des frontières véritablement défendues. Et ça, en fait, ça rejoint une lecture notamment de Julius Nyerere, qui au moment des indépendances disait qu'il était nécessaire que les pays africains, les États africains tels qu'on les connaît, ne fonctionnent qu'avec une police nationale. C'est-à-dire qu'au niveau des États tels qu'on les connaît, il y a une police qui maintient la sécurité, mais qu'au niveau continental, il y a en fait une armée continentale qui, elle, se positionne par rapport aux endroits les plus stratégiques et les plus sensibles vis-à-vis de la sécurité du continent africain. Et les endroits les plus stratégiques et les plus sensibles, ce sont évidemment, les zones où vous avez énormément de richesses. Vous avez des ressources stratégiques. Donc là aussi, lorsqu'il y a de l'insécurité, il faut toujours se poser la question de quelles sont les ressources derrière qui sont visées par cette insécurité. Je pense que les choses sont liées. C'est valable pour le Sahel, c'est valable pour le Congo, c'est valable pour la Corne de l'Afrique et bien d'autres territoires. Donc aujourd'hui, on n'a pas encore cette optimisation, je dirais, d'un commandement uni vis-à-vis des États du Sahel. Donc il y a des rencontres, il y a des réunions, il y a les différents ministres de ces trois pays qui se retrouvent sur différentes thématiques, mais on n'est pas encore abouti, on n'est pas encore à un niveau de fédération achevé avec un vrai commandement unifié sur le plan militaire. Donc l'insécurité est là, parce qu'effectivement, il y a une guerre asymétrique, et donc toutes les guerres asymétriques sont des guerres extrêmement difficiles à gagner, et elles ne peuvent pas se gagner uniquement par l'option militaire. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une option politique, et que la question, notamment dans le cas du Mali, qui, sur la question des Touaregs, a une autre approche que celle du Niger, se pose d'un point de vue politique. Donc l'accord d'Alger qui avait été signé en 2015, donc déjà ça a été signé par un régime déchu. Donc on constate que le pouvoir actuel a choisi donc effectivement de sortir des accords d'Alger sur la base effectivement d'une ingérence, de ce qui est jugé comme une ingérence trop grande de l'Algérie dans les affaires maliennes, et dans le fait que les mouvements Touaregs sont de plus en plus enclins notamment à se réfugier, ou seraient de plus en plus enclins à se réfugier en Algérie. Donc effectivement, il y a une crise avec l'Algérie, il y a une rupture avec l'Algérie qui pose des soucis diplomatiques et politiques et sécuritaires, parce que l'Algérie est un élément clé de la résolution de la situation et de la crise sécuritaire au niveau du Sahel. Maintenant, le cas du Mali, c'est un cas de maintien de son intégrité territoriale. La question du Nord Mali est un enjeu très particulier qui ne date pas de la déclaration de sécession de l'Azawad, qui ne date pas de 2012 et de l'intervention militaire Serval, mais qui s'inscrit encore une fois dans le projet de démembrement et de création d'un État tampon à ce niveau-là du continent africain. Donc on a, je dirais, des enjeux géostratégiques, historiques, politiques, qui vont être culturalisés et qui vont nourrir effectivement des irrédentismes qui existent au niveau du Nord Mali, mais qui existent aussi dans d'autres espaces du continent africain. Et sur la question de la trahison, alors c'est une vaste question. Ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a le Burkina Faso, donc on parlait notamment du Burkina Faso, c'est un pays qui a quand même été l'un des piliers de la France-Afrique. Voilà, aujourd'hui, effectivement, les Burkinabés disent qu'ils sont les champions de la révolution, du panafricanisme, etc. Mais pendant quand même très longtemps, c'est du Burkina Faso que partait énormément de déstabilisation via le régime de Blaise Compaoré, qui avait succédé à Houphouët-Boigny en étant celui qui allumait les incendies un peu partout en Afrique de l'Ouest, pour mieux justement mettre en place des médiations qui permettaient à Blaise Compaoré de passer aux yeux des Occidentaux comme un homme de paix. Alors que c'est quelqu'un qui est assassin de Thomas Sankara, qui est vraiment un déstabilisateur. Et ce régime a été renversé par une véritable insurrection populaire. Je pense qu'on ne mesure pas à quel point le renversement de Blaise Compaoré est un moment historique. Pour moi, c'est presque plus historique que ce qui se passe aujourd'hui. En 2014, il y a 10 ans. Ça a été le premier moment de grand espoir de la jeunesse où on s'est dit on va mettre en place maintenant un Burkina Faso qui va répondre aux idéaux sankaristes, parce que c'est les enfants de Sankara qui étaient vus comme étant ceux qui avaient chassé Blaise Compaoré.
Arrivent des transitions où on recycle de vieux personnels politiques qui, dans bien des cas, avaient trempé aussi dans l'ancien système. Puis donc des crises et des coups d'État, donc je ne vais pas tout résumer, mais ce sera un peu trop long. Mais force est de constater que l'ancien appareil est toujours présent. Au niveau sécuritaire, au niveau politique, au niveau économique. Et que ceux qui ont pris le pouvoir, les militaires, sont déjà d'une autre génération, sont d'une autre provenance idéologique et politique, et sont forcément confrontés au fait que des gens de l'ancien régime veulent récupérer, maintenir leurs intérêts. Donc il y aura évidemment des déstabilisations, ça fait partie du jeu. Depuis des pays voisins, alors personnellement je ne suis pas favorable à ce que l'on indexe des pays voisins comme étant des soutiens à la déstabilisation, parce que je pense que ce sont des manières bien plus problématiques qu'on ne le pense. Mais force est de constater que il y a aujourd'hui, au niveau donc, du Burkina Faso, au niveau du Mali, au niveau du Niger, une nécessité pour les pouvoirs en place de se consolider à différents niveaux. Dans le cas du Niger, c'est encore différent, puisque Abdourahmane Tiani est quelqu'un qui était dans le système. Donc là aussi, il y a dans chacun des trois pays des causes différentes et des natures de coups d'État différents, parce qu'effectivement, il y a des jeux politiques internes qui sont présents. Et donc l'un des enjeux, c'est comment on concilie la création d'un nouvel ensemble géopolitique, l'AES, dans un contexte où chaque pays a encore ses problématiques internes et ses comptes à régler en interne, ou si l'un des trois pays, et c'est ce que je disais en introduction, s'effondre et chute par un renversement de régime, c'est l'ensemble des trois qui peut quelque part s'effondrer, tout en sachant que cet ensemble-là, l'AES, est également sous le coup des enjeux géopolitiques externes qui peuvent marchander la souveraineté et la libération du continent africain. Donc on a trois pays, trois peuples qui sont un peu entre le marteau et l'enclume, et c'est ça, je pense, qui est extrêmement intéressant d'un point de vue géopolitique, c'est-à-dire que l'AES ouvre un champ des possibles et il amène à repenser des modèles de configuration du pouvoir, à repenser la nécessité de briser les vieux organigrammes, en sachant que ce qui suscite généralement la jalousie, la convoitise, le cancer de la trahison, ce sont justement les organigrammes. Et donc du coup, les tempéraments des trois dirigeants de l'AES sont également des choses qui sont, observées, scrutées, encouragées, caricaturées, moquées, de la même manière que vous avez aujourd'hui donc une AES avec trois dirigeants de trois États différents. Et en face, vous avez un autre modèle, qui est le Sénégal, où vous avez un binôme présidentiel. Et donc, du coup, les gens aussi commencent à opposer le Sénégal à l'AES. Alors qu'en fait, on n'est pas sur les mêmes dynamiques. On essaie également de dire qu'au Sénégal, il pourrait y avoir une trahison, l'un va trahir l'autre, qui sera le compaoré de Sankara, etc. Donc, je pense que tous ces discours-là sont très problématiques, et il faut pour cela que l'on relise véritablement ce que Amilcar Cabral disait sur le cancer de la trahison. Enfin, le dernier élément pour éviter justement cette difficulté, c'est un des points que je n'ai pas évoqué mais qui était dans mon intervention, c'est la nécessité de l'éducation. Il faut qu'il y ait une éducation politique et idéologique de la population pour qu'elle comprenne les enjeux. S'il n'y a pas ce travail d'éducation, il y a de fortes chances qu'à un moment ou à un autre, comme on dit, la révolution dévore ses enfants. Et je pense que cette question de l'éducation, elle est urgente parce qu'on parle de pays qui sont extrêmement jeunes, qui ont besoin, je dirais, d'avoir de l'espoir, du souffle et de l'air à respirer, et pour lesquels la notion de l'horizon doit être définie dans le sens, effectivement, d'une véritable renaissance panafricaine. Donc la question de la trahison, il faut la traiter, mais vous comprendrez bien que c'est extrêmement compliqué d'enseigner l'histoire du panafricanisme, parce que ça nécessite d'expliquer à l'enfant burkinabé qui sont les assassins de Sankara, et dans bien des cas, il y a encore des gens du système qui sont en place, d'enseigner à l'enfant congolais qui sont les assassins de Lumumba, quel est le système qui a assassiné Lumumba, et bien souvent ce système-là est encore en place aujourd'hui, d'expliquer à l'enfant camerounais pourquoi Ruben Oumyobé et les cadres de l'UPC ont été décapités par la France, par un système qui est encore présent encore aujourd'hui, d'expliquer à l'enfant togolais pourquoi Sylvanus Olympio a été assassiné la veille de la sortie du Togo du franc CFA. Donc,
cette question de l'éducation et de l'histoire et de l'enseignement du panafricanisme, elle est à mon niveau, et je dis encore une fois à mon niveau, ce que j'attends pour pouvoir dire qu'il y a une vraie révolution et renaissance panafricaine. C'est-à-dire que tant que ces histoires-là ne sont pas enseignées aux jeunesses, pour moi, on n'est pas encore dans une révolution, dans une renaissance panafricaine, parce que c'est par la jeunesse, par l'éducation, que les choses doivent se faire. Je voudrais aussi ajouter concernant la question de la monnaie. C'est que quand on parle de la monnaie de franc CFA, c'est devient quelque chose de très psychologique parce que l'Afrique a 55 États. De 55 États, il y a 15 qui utilisent le franc CFA. De 55 États, 15 utilisent le franc CFA. Mais ça permet le principe qu'un petit État de 900 km² a sa monnaie. Vous voyez par exemple un petit État comme Malawi a sa monnaie, etc., etc. Donc quand on parle dans la question de France-Afrique, c'est différent de quand on aborde la situation d'un petit pays. Nous avons le Kwanza en Angola. Nous avons par exemple le petit Gambie qui est à côté du Sénégal a sa monnaie. Donc, il y a un problème psychologique de francophones. Il faut dire ça. Les francophones ont un problème qu'il n'y a pas d'autres pays africains. Ça, c'est la première partie. En ce qui concerne la question des toilettes et autres questions, il faut aussi préciser que la Mauritanie a été membre de CEDEAO. Et après, la Mauritanie a sorti de CEDEAO pour ne pas être des nègres dans nos organisations. Parce que la Mauritanie a aboli l'esclavage seulement en 1980. Voilà la question. La Mauritanie était toujours un État esclavagiste. L'abolition, c'était en 1980. Et qu'on peut comprendre ça, ça veut dire que les Européens et les Américains avons aboli l'esclavage avant la Mauritanie. C'est psychologique aussi que vient avec la question de toilettes de Mali. C'est-à-dire que les Maliens, c'est une partie de Mali, ne conçoit pas un État où les nègres est président. Je crois que c'est ça que nous voulons ajouter. Merci.